Le sujet pour cette conférence, c'est de parler finalement d'écriture acousmatique euh, et particulièrement de deux éléments donc, qui sont décrits dans le petit texte que j'avais soumis, qui doit se trouver peut-être dans le programme, je ne sais pas. Oui. Et il serait de parler donc à la fois des articulations, c'est-à-dire des enchaînements, et de l'orchestration. Évidemment, ça fait référence à ce qu'on fait en musique instrumentale où on apprend à enchaîner les accords, mais c'est pas ça qui permet d'enchaîner en musique instrumentale, malheureusement, c'est pas ça qui permet d'enchaîner les moments sonores entre eux, les morphologies, enfin, ça ne permet d'enchaîner que les notes, disons. Et donc, c'est pas l'équivalent de l'harmonie dont je vais parler, hein, c'est bien l'équivalent de ce qui n'existe finalement pas tellement en composition instrumentale. Ça serait d'apprendre à enchaîner les formes sonores que l'on bâtit, que l'on construit à partir des signes de la partition, des notes, des rythmes, etc. etc. Donc cette idée d'enchaînement, d'articulation d'une part et d'orchestration, ça c'est un peu appris effectivement dans la composition instrumentale, encore que c'est souvent appris en fonction de choses déjà existantes, c'est-à-dire qu'on apprend à orchestrer bien, comme on dit, c'est-à-dire comme chaque compositeur a fait pour que ça corresponde au projet de son œuvre, mais c'est vrai que si j'orchestre aussi bien que Rimsky-Korsakov, ça ne correspondra pas forcément à mon œuvre instrumentale. Donc voilà des disciplines, disons, qui sont parfois vues seulement sous l'angle technique et qui amplifient finalement ce que dans la musique instrumentale on appelle les paramètres du son, alors que ce ne sont que des paramètres techniques de l'écriture. Donc je fais un peu ces préalables parce qu'il y a souvent un peu malentendu et confusion. En bref, quand on dit que la musique instrumentale, c'est hauteur, durée, timbre, intensité, on sait très bien que Pierre Schaeffer, inventeur de la musique concrète, a mis tout ça en défaut et a montré très clairement, très facilement, sans grand effort, si je puis dire, que c'était absolument insuffisant pour expliquer comment les choses s'enchaînent dans la musique instrumentale. Et donc quand on parle de durée, hauteur, durée, timbre, intensité, en fait on parle d'éléments techniques qui peuvent éventuellement nourrir des choses plus riches et plus complexes que ça qu'on appellera les paramètres. Et là donc quand je parlerai de paramètres, ça ne sera pas des paramètres techniques, même si c'est en lien avec des aspects techniques parfois, mais ce sont des paramètres liés à la perception. Donc les paramètres de perception en fait peuvent être de toutes sortes et peuvent être énumérés à l'infini. Parce que finalement, on décrit, lorsque l'on compose une musique, on décrit pour soi-même des façons d'enchaîner les choses, de superposer, donc articulation, orchestration, d'enchaîner et de superposer, non pas en fonction de données techniques préalables où on s'aurait dit, bah, tiens, je vais faire une pièce où je vais enchaîner, un peu comme on dirait pour la musique instrumentale, je vais faire une pièce où j'enchaînerai les accords entre eux en passant par les tons voisins et en faisant telle ou telle modulation, etc. Bon, ça, c'est pas un projet, ce sont des données techniques qui n'influent pas finalement sur le résultat tant que ça. Puisque enchaîner des accords, ça fait toutes les musiques qu'on connaît déjà. Donc c'est pas parce qu'on apprend à enchaîner les accords que l'on participe de la création musicale. Alors dans les articulations pour la musique acousmatique, ce qu'on remarque assez souvent, c'est que beaucoup de gens vont calquer l'apprentissage de la musique acousmatique sur l'apprentissage de la musique instrumentale. En musique instrumentale, quand on apprend le solfège, l'harmonie, le contrepoint, on apprend surtout des aspects techniques basés sur des règles qu'on a établies après coup. Hein, puisque en musique, comme en création en général, il n'y a jamais eu de règles. Les règles, elles arrivent toujours un siècle plus tard dans les livres et on nous les impose pendant les études, ce qui n'est pas 100% inintéressant, mais qui ne sont pas les buts et les objectifs de la création. Donc, à partir du moment où on considère qu'il n'y a pas de règles d'ordre technique, c'est-à-dire purement musical, au sens de hauteur, durée, timbre, intensité, il vaut mieux s'établir des règles toutes personnelles qui sont plutôt les règles de la perception.
Et c'est une chose que je dis tout le temps, en tout cas à mes étudiants, c'est qu'on ne compose pas des sons, mais on compose la perception. En fait, c'est là où est la chose importante, c'est de penser à ce qui est perçu. Et donc on compose l'écoute, on compose la perception. Après, tous les éléments de la musique, les sons et leurs différentes déclinaisons, ça, c'est le métier, c'est la chose normale qu'on est censé savoir faire, ou au moins, si on ne sait pas faire, au moins en tout cas en avoir conscience, savoir contrôler à sa façon, savoir quoi faire avec. Donc on n'établit pas un projet en disant tiens, j'ai des jolis sons, je vais les mettre ensemble, parce que ça sert à rien, si je puis dire, mais on établit un projet en disant j'ai des gens face à moi, qu'est-ce que je vais leur dire, par où je commence et par où je finis, pour les amener d'un endroit à l'autre, d'une sensation à une autre, ou d'une compréhension à une autre, etc. Et une fois que le projet est établi, une fois que ce qu'on appelle le contenu, ce qu'on appelle l'expression, si on peut dire, c'est-à-dire ce qui va s'exprimer dans l'œuvre, une fois que ça c'est fait, ben après, tout le reste va suivre en fonction des besoins. Et alors j'énonce souvent des choses qui semblent très paradoxales, qui font ouvrir grand les yeux aux étudiants au début, c'est que je dis tout le temps qu'on ne compose pas les sons et que les sons, finalement, c'est pas très important. Pas plus que quand on écrit un roman, les mots sont si importants que ça. C'est-à-dire qu'on écrit avec les mots qu'on a dans son apprentissage, qu'on connaît. Il y a des gens qui ont un vocabulaire très élargi, d'autres moins. Il y en a effectivement qui élargissent aussi leur vocabulaire en se référant sans cesse à des dictionnaires des synonymes, dictionnaires des mots bizarres, dictionnaires des mots savants, etc. Et qui vont agrémenter leur récit de choses comme ça, mais c'est parfois pas très... ça semble pas très naturel, disons. On parle et on écrit et on agit en fonction de l'expérience acquise. L'expérience acquise, donc, c'est le vocabulaire qu'on a. Ce sont les façons de percevoir le son aussi dans la musique. Et donc, cette idée que le son importe peu, c'est tout simplement parce que le son est au service de la musique et non l'inverse. De la même façon que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, ça n'importe pas beaucoup non plus. C'est plus facile à comprendre, puisqu'il y en a dans toutes les musiques, des Do, Ré, Mi, Fa, Sol avec les dièses et les bémols. Donc on voit bien que ça ne change pas grand-chose de parler de ça. Ce qui change, c'est la musique qui est faite et qui, bien obligatoirement, va utiliser Do, Ré, Mi, Fa, Sol et toutes les déclinaisons. Donc voilà, ça sont des préalables, je crois qu'il faut dire, pour arriver à mieux comprendre finalement de quoi on parle ensuite, quand on va dire qu'il s'agit d'enchaîner les choses. Alors on va enchaîner en fonction de paramètres, appelons ça paramètres, à ne pas confondre donc avec des données techniques, hauteur, durée, timbre, intensité et autres choses, des paramètres de perception. Alors ça peut évidemment se confondre un peu, par exemple avec hauteur, un paramètre de perception, ça peut être comment je perçois des changements de hauteur. Donc évidemment, forcément, ça sera... des notes ou enfin, des mouvements de fréquence. Donc ça réfère obligatoirement à l'aspect technique qui est de faire des notes, de faire des hauteurs, de faire des fréquences et puis ensuite de les faire bouger dans le champ des hauteurs, bien sûr. Mais le plus important, c'est de penser aux paramètres, c'est-à-dire quelle trajectoire ces hauteurs font, non pas en tant que hauteur, mais en tant qu'entité sonore, entité perceptive. Alors du coup, le paramètre s'enrichit de beaucoup plus, parce que finalement, quand une hauteur va bouger, elle va bouger aussi dans son intensité, dans son volume sonore, elle va bouger dans son épaisseur, elle va bouger dans plein de caractères du son, même si soi-même, on met une importance particulière à la hauteur, il n'empêche qu'on ne va pas se priver, évidemment, cette hauteur de la faire enfler, de la faire diminuer, de la ralentir, de l'accélérer dans ses mouvements. Du coup, c'est un paramètre plus large qui finalement ressemble à ce qu'est un son. Lorsqu'on fait un son avec n'importe quel type de corps sonore ou d'instrument, on sait bien qu'on ne fait pas qu'une note ou qu'un rythme. Il y a la façon de le former, la façon de le commencer. Et c'est ce que Pierre Schaeffer appelait les caractères du son. C'est ce qu'il appelle
le concret sonore, hein. C'est-à-dire comment le son bouge, comment le son est perçu aussi, évidemment, ça marche ensemble. Alors du coup, dans les articulations, il ne s'agit pas d'articuler une note avec une autre note, mais il s'agit d'articuler des morphologies sonores qui peuvent s'articuler avec des justifications diverses. Alors je vais montrer un petit peu, donner des exemples à partir de trois pièces, trois extraits de pièces, pour me faire comprendre. Lorsqu'on veut articuler deux sons ou deux séquences, enfin deux moments sonores l'un avec l'autre, on peut toujours évidemment avancer en disant tiens c'est joli, je vais mettre ça après ça, mais bon, quand on compose, on n'agence pas juste deux ou trois sons, on en agence quand même quelques dizaines, quelques centaines, voire quelques milliers. Donc on ne va pas pouvoir dire tout le long tiens c'est joli. Alors ça c'est vrai que c'est peut-être ce qui peut apparaître parfois comme étant l'inspiration du compositeur qui regarde au ciel et puis qui dit tiens ça c'est pas mal. Alors vous avez certainement vu des photos de compositeurs avec la partition, puis ils sont au piano, puis on les voit très inspirés à faire un accord, puis ensuite à écrire l'accord comme ça. Alors ça arrive ça, mais enfin c'est quand même pas comme ça qu'on compose. Pour le son c'est pareil, sinon on n'en finit pas. Pour articuler ces moments sonores, déjà on les articule par rapport à un projet préalable. Ce qui est beaucoup plus facile, parce que finalement le projet crée la contrainte, et la contrainte nous permet de ne pas être perdu dans les milliers de possibilités d'agencer tout avec n'importe quoi, parce que finalement tout est possible. Et c'est ça l'intérêt de la création, et c'est cette liberté-là qu'il faut garder, c'est qu'on a le droit de faire, entre guillemets, n'importe quoi. Mais c'est un n'importe quoi justifié par une démarche. Alors ce n'importe quoi, il a son importance, puisqu'on entend aussi souvent des musiques, alors c'est ce que je dis un peu dans mon papier, on entend souvent des musiques justement qui n'osent pas faire n'importe quoi, et qui vont donc chercher à aménager leur son, en les rendant souvent les plus abstraits possibles pour être sûr qu'il n'y ait rien qui accroche, qu'il n'y ait rien qui dépasse. Donc ils vont beaucoup les transformer, les passer dans ce qu'on appelle des plugins, hein, des petits outils de transformation qui vont un peu les napper d'une sauce globalisante, mondialisante, qui fait qu'on ne reconnaîtra pas trop son origine, son identité, son caractère. Et ça permettra à cette matière ensuite de la former de façon souple, de la faire monter, de la faire descendre à volonté, dans des formes agréables, on va dire, discrètes, convenables, etc. Et quand il faut articuler ça, finalement, quelles sont les solutions? Il n'y en a pas tant que ça, parce que quand je fais tu, bon, ben, quand j'arrive en haut, ça sera tu, et puis ensuite je vais la tenir tu, et puis quand j'ai tenu au bout d'une minute, qu'est-ce que je fais? Bon, je suis bien obligé de prendre une décision, donc je vais faire une rupture. Donc là, tu, tchou. Et puis après, soit je fais un petit silence et je prends une autre tenue, tu,